Bonsoir, bienvenue, on va attaquer. Alors, on va commencer par un sujet, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Rust, donc on va parler de Rust. Là, je remercie David, je me souviens qui c'est qui m'a envoyé cet article-là. Un grand merci. Donc ça, c'est un article de Analytics India Mag, sur comment Prime Video a réduit sa latence par un facteur de 7,6 en passant de JavaScript à Rust, avec une tagline qui, alors je vais la zoomer un peu histoire de, voilà, The problem was JavaScript, so we don't have that anymore. Alors, on va pas bâcher JavaScript, clairement on va pas bâcher JavaScript, ce qui m'intéresse c'est justement cette histoire et comment ils en sont arrivés à ce x7.6, ça c'est beaucoup plus intéressant. Et après on va causer de JavaScript. Et de Rust aussi, mais voilà. Donc c'est pas très très intéressant dans l'introduction, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a eu la QCon de San Francisco que je connais pas du tout, ou alors que j'ai dû voir ça de loin. C'est pas très grave. Donc là, il y a un principal général Amazon Prime. Donc là, c'est entre guillemets pas n'importe qui a donc fait une présentation, etc. Et donc ils ont parlé de Rust et de Wasm. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc l'utilisation de Rust avec du Wasm pour faire des trucs dans le navigateur, parce que c'est un petit peu ça que ça sert le WebAssembly. Je mets de côté le WASI, le WebAssembly Interface qu'on peut utiliser plutôt en back-end. Là le sujet c'est la partie plutôt front. Et effectivement, voilà, il a un diagramme. Voilà, le diagramme est très très bien. On va plutôt faire ça. On va regarder ce diagramme-là qui m'intéresse bien plus que l'article. Grosso modo, avant, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient une espèce de double stack avec du Wasm pour la partie donc Scene and Resort. On est sur Prime Video, donc l'affichage des séries, etc. Il doit y avoir du streaming dedans. Enfin bref, une partie vidéo comme Twitch, comme YouTube, etc. Donc ils avaient quoi? Ils avaient Scene and Resource Management et ils avaient une partie donc animation, High Level Render. Donc tout ça, ça tourne sur la partie WebAssembly. Donc vraiment le rendu. Et après, ils ont toute la partie applicative qui tournait sur la VM JavaScript, donc WebAssembly VM et JavaScript Assembly VM. Si vous ne le savez pas, c'est à l'intérieur de vos navigateurs. Il y a une VM pour le JavaScript, il y a une VM pour le WebAssembly. Enfin, tous les navigateurs mainstream, j'ai envie de dire. Avec bien évidemment des niveaux de support qui sont aléatoires, mais c'est un peu l'idée. Je vais en profiter pour descendre le son, je ne l'avais pas fait. De toute façon, il avait décidé de se mettre en pause. Et c'est parfait. Merci beaucoup le son. Voilà. Donc une partie WebAssembly Virtual Machine, une partie JavaScript VM. Dans la partie JavaScript VM, donc il y a toute la partie applicative, donc l'application avec la partie DOM, etc. La partie React, Living Room, ça me parle pas, mais ça doit être leur partie de présentation des séries, enfin tout ce qui est autour du rendu lui-même. Ok, vous avez le rendu de on va dire la partie vidéo, donc vraiment le truc un peu bas niveau, on va dire ça comme ça. Et après toute la partie application avec les liens, ce qu'on peut cliquer, etc. Device Abstraction, ça doit participer de cette même logique. Voilà. Et donc voilà, ça tourne, pas de souci. Et donc après leur migration, après leur refonte, puisque j'imagine qu'ils ont dû faire pas mal de choses, ils ont décidé de, grosso modo, uniquement se centrer sur du WebAssembly, donc pas du Rust dans l'éditeur. On est toujours sur du WebAssembly, mais j'imagine avec du Rust écrit derrière pour ce qui est de WebAssembly, parce que vous pouvez très bien faire du WebAssembly avec du TypeScript, mais là en l'occurrence c'est du Rust. Et donc la partie WebAssembly prend le pas sur tout le reste, et donc ils ont refait toute la partie UI, donc Prime Video App, Rust UI SDK, donc ça on va revenir là-dessus. Et puis après la partie rendering, animation, tout ça qui était déjà la base, donc qui distingue la partie The Engine. Donc finalement, ce qu'on télécharge, c'est vraiment toute la partie jaune maintenant qui est écrite avec une base de Rust. Donc a priori il n'y a plus de JavaScript et tout tourne en WebAssembly. Bon, alors on va revenir à l'article. Donc ça c'est effectivement extrêmement intéressant, et donc le fait d'avoir fait tout ça, a priori ils ont gagné énormément de performance. Bon, je suis un petit peu dubitatif sur la partie performance, j'aimerais bien voir le fond du truc. Rentrer dans le détail de ce qu'ils ont écrit, mais bon, là c'est pas précisé dans l'article, donc si jamais vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse, histoire de rentrer un petit peu dans les détails. Je sais pas s'ils ont fait un repo d'open source, etc. Mais l'affirmation de problème with JavaScript so we don't have that anymore, elle me laisse quand même assez dubitatif pour le coup, parce que autant je suis assez bullish sur les performances de Rust que je trouve
A priori, enfin tous les échos que j'entends, c'est on par with C, etc. Enfin, on est sur des choses qui sont extrêmement, voilà, une fois que c'est compilé, il n'y a pas de raison que ce soit LLVM ou que ce soit direct en C, etc. Bon, pourquoi pas. Par contre, dans le navigateur, je suis quand même très étonné parce que si je prends l'exemple de Chromium notamment, WebKit, tout ça, il y a quand même V8 quoi. Salut Benji. Il y a quand même V8, donc le fait d'arriver à prétendre à avoir un facteur x7 en termes de performance, c'était ça dans le titre, x7,6 sur une réécriture en Rust d'un truc qui sera en JavaScript, désigner un langage entier comme... Oui, mais d'autant plus que oui, JavaScript, ce que je disais au niveau du DOM, etc., c'est des choses qui sont fine-tune depuis très très rapidement. Bon, pourquoi pas. Après, ils ont quand même des métriques, hein. Ils avaient 250 millisecondes de latence, ils passent à 33 millisecondes. Bon, il y a des choses qui sont relativement factuelles. Est-ce que c'est le fait de passer d'un langage à un autre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait de passer de la VM JavaScript à WebAssembly? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'opportunité de se dire on va réécrire un SDK d'affichage et donc forcément ils l'ont fait en Rust first? Ça me paraît déjà plus logique. Après, qu'il y ait des avantages indéniables sur une réécriture d'une manière générale et que ce soit en Rust d'une appli, oui, je pense qu'effectivement il y a largement moyen de moyenner, comme disent les jeunes. Donc bon, autant je reste dubitatif, autant c'est un data point. Voilà, je vais pas dire que cet article-là, il dit que forcément si on réécrit on va y arriver. Non, c'est un data point comme un autre. Il n'y a pas de... je pense qu'il faut privilégier les approches factuelles. Et donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'ils ont voulu faire côté UI, parce que il n'y a pas vraiment de framework ou même de SDK UI, en l'occurrence de User Interface, pour le WASM. Voilà, on est, je pense, encore dans le Far West à réécrire tout un tas de choses, à essayer de conceptualiser tout un tas de choses, et puis il y a la couche en elle-même WASM qui, bien qu'elle puisse être très bas niveau, elle est quand même, elle n'est pas non plus extraordinaire de ce point de vue-là, quoi. En tout cas, il n'y a pas les affordances qu'on peut avoir avec des dizaines d'années de DOM, de machin, de JavaScript, et toutes les optimisations qui vont avec, encore une fois, DOM, CSS, etc. Donc je pense que le WASM, il doit taper directement, il doit quand même y avoir une partie, c'est pour ça que le code parle toujours mieux. Il doit y avoir de toute façon, j'imagine, une partie de branchement sur le DOM. Je pense pas qu'ils font que du Canva là-dessus, mais ça c'est le premier truc. Mais ils ont créé a priori une stack par rapport à ça, avec carrément un Entity Component System, donc des choses qu'on a vues pas plus tard que Ratatouille, à cette approche-là. Quand on fera du Bevy, on verra aussi un ECS. Donc là aussi, quand même un truc qui est assez violent. Je suis très très curieux de voir ce que ça peut donner. Voilà, donc ça c'est un autre truc que j'avais vu, donc d'une entreprise américaine, j'imagine. J'en sais rien en fait, on s'en fout, Nirmi, où il parle dans un article Medium de gains, là aussi on est sur du x40, etc. Un jeu, encore une fois, mais même a priori lui aussi il a été sceptique, le mec qui s'est mis là-dessus. Bon. Là encore une fois, ils sont sur des approches où en réécrivant, en partant sur du WASM uniquement comme portabilité, je sais pas. On parle bien évidemment d'allocation mémoire optimisée, de faire de la mémorisation, j'imagine, streamlining, data handling, tout ça c'est de la terminologie, je ne sais pas. Je reste quand même dubitatif. Je pense que c'est vraiment, il y a des choses super intéressantes là-dessus, notamment quand je vois des mentions comme Axum, donc ça... Très très bien, ce que j'en ai fait. C'est vrai que, avec un petit peu de recul, je pense qu'il y a une maturation de l'écosystème Rust en général, et notamment au niveau de WebAssembly, parce qu'il y a tellement de gains déjà à travailler côté serveur sur du Rust versus du Go, du Python, du TypeScript, etc. Que je peux comprendre l'attrait de se dire on n'a pas grand chose à faire pour arriver dans le navigateur, il faut arriver juste à faire en sorte que la partie WebAssembly se gère bien. Ok, et j'aime beaucoup cette initiative là, Are We GUI Yet, donc là qui est un site là, j'aime bien parce que grosso modo non, la réponse est non, mais il y a pas mal d'initiatives qui se font là-dessus, donc avec une newsletter derrière et puis tout un tas de recherches autour justement de ce qu'on peut faire côté Rust sur du rendu, sur des bibliothèques UI, sur de l'embedded, effectivement, avoir des bindings, voilà, il y a tout un tas d'initiatives qui sont listées, donc il y a plein de trucs à faire là-dessus. Je pense que c'est encore très naissant, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui s'y intéresse, et c'est bien, et c'est une excellente chose que des grosses boîtes comme AWS, on parle quand même de Prime Video,
s'y mettent et se disent bah, nous aussi on va faire notre UI kit et puis on va faire du Wasm et puis on décide de dégager toute la partie JavaScript pour gérer directement. Ok, maintenant bon, moi je me pose toujours des questions même si je pense que c'est dans leur intérêt, mais voilà, est-ce qu'ils ont bien pris en compte l'accessibilité, etc. Maintenant si c'est juste créer des éléments DOM et de les manipuler, oui bien sûr, il n'y a jamais eu besoin de... Il n'y a jamais eu absolument besoin de React, il n'y a jamais eu besoin de... Même il n'y a jamais eu besoin de JavaScript pour générer du DOM. Il y a moyen de moyenner encore une fois, hein. HTMX le prouve, voilà, même si HTMX c'est la partie JavaScript, mais on pourrait très bien imaginer un HTMX en version WebAssembly, bonne idée ça d'ailleurs, un HTMX en version WebAssembly qui aurait les mêmes types de hook, d'event, etc. et qui soit capable de gérer derrière. Tout ça c'est des couches. Mais bon. C'est un data point, il faut le prendre tel qu'il est, je trouve ça intéressant et ça alimente le débat. Moi c'est surtout ça derrière, hein, à voir après ce que ça donne en termes de DX notamment, parce que si c'est pour perdre tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant en disant on zappe le JavaScript, on passe sur le Wasm, c'était les constats que j'avais fait moi quand j'avais commencé à en faire de manière très très expérimentale il y a bien 1 an et demi là déjà. Il y a des questions à se poser quoi. Est-ce qu'on a du hot module reloading? Est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd quoi? Donc ouais, pas forcément jeter un langage pour un autre, mais d'un autre côté, voir ce que ça représente comme évolution, qu'ils expérimentent, c'est toujours une bonne idée. Moi je suis toujours pour les expérimentations, parce que c'est comme ça qu'on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, et comment on peut s'en inspirer. Et encore une fois, eux, ils avaient des problématiques qui font que ils étaient à 250 millisecondes de latence. Bah, bien sûr, quand on change de page. Bon, ça, effectivement, c'est un scandale. Maintenant, changer de page, on peut le faire en moins de 250 millisecondes sans avoir besoin de Wasm et de Rust. Ok. Non, à voir. Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est l'article Medium que je... Bah, comme ça, je vais le mettre en même temps. Comme ça donnera des data points et tout. Je l'ai pas lu, cet article. Donc, lui parle carrément d'un x40. Ça me paraît délirant quoi, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. À voir. Il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Ok. Je vous les balance dans le chat, comme ça on verra bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres expérimentations, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens, hein, des gens qui ont essayé avec du Wasm et puis ça s'est mal passé, je suis particulièrement intéressé parce que l'idée derrière, c'est je veux pas simplement avoir raison, parce que c'est pas du tout l'objet. L'objet, encore une fois, c'est d'alimenter le débat. Donc d'avoir ces éléments-là, c'est une excellente chose. Ok ? Bon. Next sujet. Alors ça va me permettre de faire une transition. J'ai essayé de les organiser. Mélia, le mec qui réfléchit, vous allez voir. C'est une transition qui va être intéressante parce que je suis le premier à... Je vais le mettre comme ça on va pouvoir discuter. Je suis le premier à dire que toutes les grandes entreprises de France ou de Navarre utilisent de l'open source régulièrement et en termes de retour sur la communauté, c'est pas génial. Moi je suis assez peu satisfait de voir qu'on utilise tout un tas de choses qui sont développées avec de l'open source et on rend pas forcément. Des fois ça arrive qu'il y ait un tech lead qui dise ah bah oui je suis parti ouvrir des cas etc. Mais bon ça reste quand même peu quoi. Et là je vois, en fait quand j'ai vu ça, ça doit être la newsletter Bears Tech dont j'avais déjà parlé, qui a mis ça dans sa newsletter de veille technologique, donc allez les suivre sur LinkedIn, ils font des choses formidables, j'aime beaucoup leur newsletter. Et il parlait de Hurl, et moi ça m'intéresse parce que grosso modo on parle de requête HTTP en utilisant un format texte assez basique. Je vais revenir sur Hurl en particulier après, mais sur surtout qui le fait. Et en regardant en fait l'URL, c'est après, hein, je me suis rendu compte qu'il y avait donc l'orga Orange, Open Source by Orange, qui a sorti ça. Et ça, je pense que c'est une excellente chose pour le coup. Voilà, je suis pas spécialement fan d'Orange, même pas chez eux d'ailleurs, je suis chez SFR. Bouh bah oui, en l'occurrence. Et je trouve ça vraiment très bien que les entreprises, en l'occurrence françaises, ça m'a amené au troisième sujet d'aujourd'hui, s'investissent dans l'open source. Voilà, après comment ils le font, etc., j'en sais rien, à voir. Mais en tout cas, qui s'y mettent et qui commencent à sortir des trucs comme ça qui soient utilisables par tout le monde, c'est une excellente chose. Ça n'est pas réservé aux startups d'avoir des gens qui travaillent dans l'open source. Ça n'est pas réservé aux Américains. Bien sûr que non. Et le plus il y aura
Ouais, pour le coup, Orange, il repartage pas mal sur l'accessibilité web aussi. Ah ok, bon bah écoute, hésite pas à me partager un des trucs, je les balancerai, ça y a pas de souci. Mais je savais pas, tu vois, pour le coup, moi j'en étais resté à OBS, etc. Et feu France Télécom, mais très bien, alors... disons-le, très bien, bravo Orange de ce point de vue-là. Et j'espère que ça mettra aussi un peu la pression à d'autres de se dire, ah bah oui, si on veut attirer des talents, les retenir et justement contribuer à l'écosystème, il n'y a pas de raison, il faut s'y mettre. D'où Hurl. Hurl, ça m'intéresse beaucoup parce que en fait l'idée c'est d'avoir un truc extrêmement bête et méchant, un fichier texte où on dit je vais faire un get, j'attends un 200 et je récupère là en l'occurrence le CSurf token pour les formulaires pour poster, et puis après on fait son login machin et on s'attend à 302 et puis après on chaîne les API, voilà, et on peut s'en servir en tant que... Ah oui, j'avais cliqué là-dessus et puis il n'avait pas aimé. Ah oui, voilà, c'est qu'il le lance en machin. Voilà, donc un truc relativement basique où on va faire... Oui. Voilà, on va faire ce qu'on a à faire derrière, on met ce qu'on a à faire. Donc là, en l'occurrence, on va compter des trucs sur l'API Star Wars, voilà, des people, voilà, on attend à faire des trucs avec des asserts derrière, donc des trucs relativement classiques qu'on a déjà tous codés d'une certaine manière. Voilà, et là, ça lance et puis ça plante parce que ça va pas du tout à la fin, ok, etc. Et c'est des trucs qu'on a déjà codés en Bash, en Python, en TypeScript, on l'a fait d'une certaine manière, et je trouve ça bien, voilà, c'est un outil, c'est un data point, encore une fois, à voir, donc il y a du XPath, etc. pour sélectionner dans les JSON, j'imagine, dans les body response, ça doit pouvoir s'appliquer si on envoie du DOM, ouais, je vois different type of query and predicate, donc oui, je pense que effectivement, ça doit pouvoir récupérer HTML content, voilà, effectivement, avec un XPath, du GraphQL, même si GraphQL, j'aurais beaucoup de choses à dire dessus, et même des API SOAP, avec des enveloppes et tout, pourquoi pas. Non, mais il y a plein de trucs très intéressants, c'est très basique, bien évidemment, il y a du curl derrière, je veux dire, c'est écrit en Rust, en vrai, je savais pas que c'était écrit en Rust, je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai relu le lien, et bon, désolé, voilà, c'est écrit en Rust, c'est eux qui l'ont fait. Et donc c'est en paquet curl, et ça c'est une excellente chose. Ce que vous vous rappelez, j'avais retweeté quelqu'un qui disait ouais, je suis pas satisfait de Postman, Insomnia, etc. Il faudrait que je fasse mon propre truc. Moi j'avais répondu curl existe déjà, enfin je veux dire, à partir du moment où on fait des trucs avec curl, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Et Hurl en l'occurrence est une excellente illustration de ça. Donc très cool, vraiment très cool, que ce soit dans l'idée, que ce soit a priori dans l'implème. Il y a plein de petites idées derrière. Il faut contribuer à l'open source, il y a plein d'issues, mais c'est pas forcément un problème. Ça a une bonne tête, voilà, je star en live. Non, bien, je suis très très content de ce genre d'initiative, et je testerai. Et je dis ça notamment parce que j'avais vu des IDE où des gens ils faisaient des tests HTTP dans les IDE, etc., mais dans les formats des IDE, et donc ce que je disais la dernière fois, quand on est confiné à son écosystème et que on veut que tout fasse à l'intérieur de l'IDE, quand on arrive en CI, etc., ou avec des gens qui n'utilisent pas la même IDE ou dans d'autres contextes, ça marche moins bien, quoi. On va pas dockeriser ton IntelliJ, quoi, par exemple. Donc l'idée derrière, c'est de se dire ok, d'avoir ce genre de choses qui sont plain text et qui sont quand même peut-être interprétables. On peut écrire une syntaxe Vim sur ce genre de fichier, j'imagine. Il y a de l'idée, je trouve que c'est très bien. Oui, j'imagine, puisque je vois déjà de la syntaxe là. Je pense que c'est une excellente chose. Donc bravo Orange, bravo Hurl, à tester. Mais je me fais pas de... Mon test failing de badge là, ça fait toujours moche. Mais non, je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Vraiment très cool. Alors, je vais virer ça parce qu'à chaque fois, ils mettent ça là. Faire ça comme ça. Donc ouais, plutôt cool. Ça c'est plutôt pas mal. Et donc... alors Orange, oui c'est Orange, c'est le truc GitHub. Et donc ça va m'amener en fait au dernier qui va être un poil plus politique. Comme ça on va faire une espèce de transition. Le fait qu'on se préoccupe effectivement de l'open source, voilà, qu'on ait des entreprises comme Orange qui commencent à prendre ce sujet-là, je me dis ouais, ça s'inscrit dans une tendance d'une manière générale qui m'intéresse beaucoup, et notamment sur alors ça c'est une espèce de lettre ouverte de Sauvons l'Europe.
qui est un collectif, on va dire, de centristes pro-européens, on va dire ça comme ça, et libéraux, je pense, d'une manière générale, mais libéraux au sens européen du terme, notamment au niveau du logiciel libre. Et vous savez, je reviens régulièrement là-dessus, c'est important qu'on puisse partager du code, c'est important qu'on puisse échanger les uns et les autres par rapport à ça, c'est important qu'on ne laisse pas seulement les IA piller le logiciel libre, c'est bien qu'on aille regarder ce que font les autres et qu'on s'en inspire et qu'on construise quelque chose. Et dans cette lettre ouverte, le fait de présenter le logiciel libre comme étant un enjeu de sécurité, je trouve ça extrêmement intéressant. Et je pense que c'est un très bon angle pour justement les convaincre des CTO, des CEO, etc. Le fait de dire, utiliser des solutions propriétaires, etc., c'est pas spécialement une bonne nouvelle. Et le fait d'investir là-dedans, le fait d'investir dans l'industrie d'une manière générale, informatique, numérique et donc dans le logiciel libre qui permet justement de mettre en place des plateformes, sans parler de plateforme engineering, mais de mettre en face une plateforme de technologie qui nous permet d'itérer chacun de notre côté sans dépendre des grands services américains en l'occurrence, ou même chinois, parce qu'on commence à rentrer dans une multipolarité. Forcément. Le problème, c'est que l'Europe, et ça je suis assez d'accord, manque tous les trains technologiques. On a des trucs de ouf qui ont été créés. C'est vrai que, mais moi je suis tout à fait d'accord. La carte à puce, moi j'ai connu ça à l'époque, c'était une révolution européenne, il me semble française. Avant de parler de l'internet, nous on avait le Minitel, on peut rire du Minitel maintenant, mais à l'époque c'était une dinguerie de révolution, bien évidemment, le Minitel c'était une dinguerie. La première fois que j'ai vu, je me rappellerai toujours de ça, j'avais vu une personne de ma famille prendre son Minitel pour aller consulter ses comptes en temps réel, et les banques en plus, donc ça veut dire qu'on était dans quelque chose, on était prêt quoi. Et on est passé systématiquement à côté. Sur toutes les autres révolutions, et ça je suis totalement d'accord, micro-ordinateur, internet, smartphone, stockage dans le cloud, l'intelligence artificielle, sur toutes les autres révolutions, on a dit non. À chaque fois, on laisse de côté, on se prend pas la tête, et puis on va suivre parce que on a des alliés qui font ça, qui vont payer les coûts de R&D et tout. Ouais, sauf que, bien évidemment, il y a plein de librairies open source, etc., qui sont poussées par Facebook, par AWS, par Google, etc., bien évidemment. Mais en fait, le cœur de leurs entreprises, c'est du code propriétaire. Toute la sauce de chez AWS, etc., c'est du code propriétaire. Et c'est même du code, des fois, qui est propriétarisé sur la base d'un code qui était libre avant. OpenSearch, Elasticsearch, notamment, si je prends le cas d'AWS. Ça, c'est un vrai sujet, quoi. C'est-à-dire qu'ils ils rendent ça propriétaire, et puis juste des petites miettes comme ça qui vont être open source. Ça pose un problème, d'autant que le gros sujet maintenant, je reviendrai sur l'hardware parce qu'il y a aussi quelque chose à dire là-dessus, mais sur le sujet de l'intelligence artificielle, là c'est totalement opaque. Je veux dire, les entraînements des modèles qui coûtent une blinde en termes de GPU, etc., d'énergie et tout ce que vous voulez, mais ça c'est totalement opaque. Donc là on fait les malins, on rigole, on fait des starter packs, des Ghibli, etc. Je dis on parce que voilà, on est tous concernés. Ouais, mais ça c'est avec des technologies qu'on ne maîtrise pas, qui sont entraînées on ne sait trop comment, avec le Trust Me Bro derrière. Ça, pour moi, c'est un réel problème. Et on est passé totalement à côté. Voilà. Et je vais revenir, d'une manière générale. Les smartphones et le cloud d'une manière générale, et en fait, la partie hardware, des puces, des labs, etc., on a sous-traité. On a accepté que ce soit plus chez nous, que ce soit Intel, que ce soit TSMC, tout ça, parce que l'industrie, c'est sale. Et le mouvement de désindustrialisation et de sous-investissement d'une manière générale, il n'y a pas que la France, mais en Europe d'une manière générale, c'est criminel en fait, parce que là on se retrouve avec peut-être que TSMC, comme ils sont à Taïwan, ils vont se faire envahir par la Chine, on va être bien malin ce jour-là, et puis les États-Unis, là on voit déjà en fait, et c'est même plus une prospective ou un truc comme ça. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. Est-ce qu'on veut se passer des innovations de smartphones ? Est-ce qu'on veut se passer des innovations en termes de micro-ordinateurs ? Est-ce qu'on veut se passer... l'Internet, ça risquerait d'être... heureusement, l'Internet, je pense que c'est le truc le plus sauvegardé dans l'histoire, parce que même avec un Raspberry Pi, on arrive à faire de l'Internet. Mais on fait passer des trucs maintenant dans l'Internet qu'on ne faisait pas passer avant. On parlait de Wasm tout à l'heure avec le Rust, etc. Mais ça ne peut exister que si les navigateurs suivent. Or, actuellement, même les navigateurs, qui sont le portail de l'Internet et qui maintenant de plus en plus intègrent des technologies type IA, etc., qui vont guider et accompagner ce qu'on voit, ce qu'on entend et la réalité qu'on se crée. Je rappelle que ça, c'est une marotte chez moi, là, le fait que la réalité, elle est en train de disparaître. Il y a une vraie discussion. Et on peut pas dire, on prendra le prochain train à chaque fois.
Parce qu'à la limite, même moi, ça m'arrangerait qu'on dise on prend le prochain train et puis en fait, on fait sans les micro-ordinateurs, on fait sans l'internet, on fait sans les smartphones, on fait sans le cloud, on fait sans l'IA. Mais en fait, c'est pas vrai, on fait avec. Je veux dire, on commerce avec d'autres entreprises. À un moment donné, toutes les entreprises de France, etc., elles ont besoin de toutes ces technologies-là parce que les autres, ils s'en servent. Donc aujourd'hui, faire une boîte en France sans penser à la tech, ça doit être possible au niveau local, j'imagine. Je sais pas. Mais même ma boulangerie, dans mon patelin de mon coin, elle utilise Instagram à donf. Alors qu'elle a sa clientèle, etc. Mais elle utilise Instagram à donf parce qu'ils ont compris que c'était important. Ouais, mais ils utilisent Instagram. De Facebook. À chaque fois, on dit qu'on prendra le prochain train. Et ça, je pense que ça arrive aussi d'une... Alors les plateformes souveraines, on n'a pas fini d'en rire, parce que bon... Mais ouais, parce qu'en fait, je pense que d'une manière générale, ils parlent de la France à un moment donné, de cette espèce de culture. Et je pense que c'est une culture européenne d'une manière générale. On voit aussi les réactions en Allemagne, etc. Mais la tech, c'est ça. En vrai, c'est ça, je pense, le vrai sujet. Là où aux États-Unis, ils ont dit, non, la tech, ça va nous apporter énormément de pognon et on va laisser des gens gagner des milliards de dollars, pas d'euros, des milliards de dollars en faisant un peu grosso modo n'importe quoi et ça va nous générer un PIB de dingo. Et voilà, c'est l'aspect cow-boy des États-Unis, mais ça a marché. La Chine, c'est pareil. Ils ont dit on investit majoritairement là-dedans. C'est très orienté étatisme, en l'occurrence au niveau de la Chine. C'est encore pire en Corée du Sud, puisque Samsung, voilà, on le sait, ils sont quand même cul et chemise avec le gouvernement sud-coréen. Et ils ont tous développé en fait des stratégies d'une manière ou d'une autre pour conquérir la tech d'une manière ou d'une autre. Nous, à chaque fois, on a suivi et on a que les miettes. Et à un moment donné, on est en train de se dire ouais, mais en fait, si jamais les autres ils décident unilatéralement de faire en sorte que tout ça ce soit plus cher pour nous, on fait quoi ? On peut très bien dire non, en fait, on s'en fout. Ouais, ok. Sauf qu'à un moment donné, on commerce avec ces autres entreprises. Donc, il faut se poser la question à un moment donné global. Il y a un truc pour moi qui ne matche pas. On ne peut pas rentrer en autarcie vis-à-vis de chez nous. Ouais, là, les architectures. Il est très bien cet article, parce que, cette lettre ouverte, parce que ça rentre effectivement dans le détail des différentes évolutions. Là, je parlais du hardware. Le hardware, c'est sale en France. Enfin, je veux dire, c'est sale. C'est sale. On s'est dit à chaque fois qu'on allait reporter, etc. Voilà. L'appropriation de Linux, c'est quelque chose sur lequel on pourrait largement investir sur le niveau des OS, etc. Et je suis tout à fait d'accord. Il parlait nanana. Voilà, la partie de Windows 10 vers Windows 11. Moi, mon PC, il date de l'année dernière, ma tour de gaming. Et il passe pas à Windows 11, a priori, il y a encore un truc dessus qui lui convient pas. Bon, il y avait une licence installée dessus, je pense qu'au moment même où il va me regarder de travers, je vais le passer sous Linux et puis je ferai tout avec Proton, etc. Je devrais même déjà le faire maintenant, j'ai été trop feignant. Et c'est vrai qu'on est tous collectivement, comme ça je m'inclus dedans, on est tous un peu trop feignants là-dessus. Il y a largement des trucs à faire. C'est peut-être l'année de Linux sur le desktop et pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. Il y a un moment donné, il faut qu'on fasse des choix. Et en vrai, Linux dans le desktop, ça se fait. Ça se fait. Mais c'est des choix. Ça va pas forcément être douloureux, ça va pas forcément être agréable, mais il va falloir qu'on s'y mette, quoi. Et notamment quand je vois... en fait, on a besoin d'avoir une attitude constructive par rapport à ça. Et ça, je trouve ça intéressant, le fait de se dire... Le logiciel libre, on peut s'en servir comme étant un enjeu de sécurité européenne, un levier, voilà, un levier pour lequel on peut se différencier, aller autrement, faire autrement, sortir de la vassalisation, parce que j'entends surtout parler de ça, d'un aspect multipolaire avec une vassalisation, que ce soit américaine, chinoise ou autre, hashtag Poutine, ce genre de choses. Il faut qu'on sorte de cet état d'esprit-là parce qu'on va pas aimer la vassalisation d'une manière ou d'une autre, quel que soit le maître qu'on se choisit. C'est la disparition des modèles sociaux européens. On n'est pas prêt. Et donc quand je vois, parce que j'ai vu passer ça, notamment faut que ça bouge côté leadership décideur aussi. Oui, mais c'est assez facile aussi de se dire c'est les élites qui font n'importe quoi. Quand je vois la quadrature du net qui disent on parle des gros data centers et que c'est un problème parce que les data centers ils boivent de l'eau, etc. Je pense qu'on est encore une loi de merde. Je pense qu'on tape pas assez comme il faut en fait.
il n'y a pas une réflexion. On commence à ressortir des éléments de langage que j'ai déjà vus contre le nucléaire. Là aussi, en fait, à chaque fois, on tire sur des trucs où à chaque fois, on dit, bah ouais, on veut pas plus. Je comprends que ça soit que ça puisse être conceptuellement un problème de se dire, on veut pas plus. Mais ouais, mais à un moment donné, il faut comprendre quelles sont les conséquences que ça va avoir à faire. Moi, je suis le premier, et je l'ai dit déjà, que les avatars Ghibli, etc., c'est pourri, moi j'en fais pas, ça m'intéresse pas, les starter packs ça m'intéresse pas, etc. Force est de constater que le reste de la population prend. Et on n'a pas juste un gène, nous, qui nous rend plus intelligents que le reste de la population. Non, c'est qu'il y a, je pense, un effort de culture global à faire sur le fait de pas seulement dire c'est mal et donc il faut l'interdire, parce que grosso modo, un moratoire, c'est ça que ça veut dire. Ben ouais, mais non, parce qu'en fait, pendant que nous, on ne fait pas des gros data centers, pendant que nous, on n'est pas en train de réfléchir à comment on fait d'un point de vue économique, etc., bah, le truc, c'est que les autres, ils avancent. Les Chinois, ils avancent. Les Sud-Coréens, ils avancent. Le pauvre Christophe Blanchet, il va croire que je vais taper sur lui. Les autres, ils avancent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et là aussi, est-ce qu'on veut faire des gros data centers ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on gagne en ayant des data centers plutôt qu'autre chose ? Je ne sais pas. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec tous les éléments de langage qui sont placés. Ils sont assez facilement débunkables, quoi. Le pire, c'est l'eau et les centrales nucléaires. Ça, c'est, je pense, le plus gros des fake news, etc. Mais le pire, bon, je sais plus, j'arrive plus à le retrouver, mais là, visuellement, mais le pire, c'est l'histoire de l'emploi. J'avais dit la dernière fois qu'on est sur une transformation, sur une révolution permanente de l'emploi, le fait qu'on est de plus en plus, et ça je pense que ça date de la révolution industrielle, on est en train d'enlever des emplois. Et on est en train de commencer à dire que c'est une mauvaise chose d'enlever des emplois. Je pense qu'on marche sur la tête sur tout un tas de choses. Bien évidemment que c'est une bonne chose d'enlever des emplois. La question derrière, c'est comment on finance le modèle social quand on enlève des emplois. Et ça, c'est une question qui existe depuis qu'on a commencé à automatiser le premier truc, qu'on a remplacé des chevaux par des tracteurs, etc. Et ça, bien évidemment. Et c'est ça qui devrait alimenter le débat. C'est comment on a un modèle social qui accompagne justement les évolutions technologiques. Parce que des avatars Ghibli, il y en aura encore demain. La question c'est, est-ce qu'on va se prendre la tête à pourchasser ? Et la question n'est toujours pas répondue, mais bien évidemment, parce qu'on préfère se focaliser sur ce qui paraît gros, etc. Et je leur en veux beaucoup parce qu'ils avaient des réflexions qui étaient beaucoup plus, pas positivistes, mais en tout cas constructives avant la quadrature du net, et ils s'enferment, comme je l'ai vu tant d'autres, sur le fait de dire non, maintenant on dit non, on arrête tout. Bah ouais, mais on arrête tout... Compliqué ça quand même. Déjà qu'on a arrêté de faire des bébés, ce qui va être à mon avis notre plus gros problème dans les 20 prochaines années. Voilà. Donc oui, on peut arrêter de faire des avatars Ghibli, moi j'ai pas de souci. Le problème c'est qu'on peut pas juste choisir ce qu'on arrête en fait d'un point de vue technologique. C'est ça le truc. Les gros data centers, ils vont peut-être aider à guérir le cancer. Ils servent aussi à faire des starter packs à la con, j'entends bien. Mais on peut pas décider, parce que si on dit qu'on interdit les avatars Ghibli, on fait quoi après ? On va dire qu'on interdit les avatars One Piece ? Et puis après on va passer du temps à discuter sur est-ce qu'on autorise les avatars Bleach ? Enfin, voilà, et puis on perd un temps énorme là-dessus. Alors qu'on ferait mieux de se poser la question de comment on fait évoluer notre bordel pour qu'il soit à la hauteur des ambitions qu'on a en tant que pays, continent, et surtout puissance autonome. Parce que, encore une fois, les autres ils nous attendent pas, et les autres... J'ai presque envie de dire, on peut avoir ce regard-là un peu de nation et de continent un peu ancien, peut-être un peu plus sage aussi, parce que nous on est un peu des vieilles puissances, c'est souvent ça qui est dit. Pas déconnant, je trouve, de se dire à un moment donné, peut-être que nous on arrive avec un truc, on dit ouais, on a fait peut-être un peu n'importe quoi avant, notamment pendant la révolution industrielle, ouais, peut-être qu'on va essayer de faire les choses correctement. Et ça, c'est quelque chose dont on doit discuter. Pas simplement être dans l'idéalisme de dire on va suivre les Américains, les Chinois, et puis on va faire n'importe quoi avec eux. Non, bien évidemment. Mais pas forcément de se replier sur nous-mêmes et puis de dire on coupe tout, parce que les data centers, c'est mal. Non, c'est pas mal les data centers. Si ça peut permettre d'éviter tout un tas de choses à côté. Donc il faut regarder. Et on m'avait parlé de ça, Levia notamment. Alors j'avais parlé déjà de Clever Cloud, mais là j'ai envie d'en mettre un autre. Voilà, on parle beaucoup de cloud souverain. Donc l'idée derrière, c'est de se dire bah ouais, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait qu'on ait des data centers en France, donc peut-être des gros data centers. En tout cas, qui soient régis avec des règles, des normes d'éthique et des certifications, HDS, etc. Il y a pas mal de choses derrière. Ah oui, voilà, il parlait de ça en termes de certification.
là, il y a des trucs à faire. Il y a Infomaniac, il y a les VIA, etc. Donc je pense, voilà, je pense que c'est important de commencer à regarder, à expérimenter. Je pense que je vais m'orienter vers Infomaniac puisqu'ils avaient l'air des trucs sympas. Et puis délaisser tout ce qui vient des GAFAM et tout ce qui n'est pas européen. Je pense que c'est bien qu'on commence à parler au niveau de la tech, en tout cas là-dessus. Voilà, vous avez vu la transition, hein, j'ai fait hop, JavaScript, Rust dans le browser, open source, machin, etc. Et puis à la fin on parle de cloud souverain. Je sais, c'est un métier. N'importe quoi. Voilà, donc voilà grosso modo les liens que je voulais partager. Alors j'ai pas tout partagé, qu'est-ce que j'ai partagé en dernier? Open source, donc ouais, je vais partager ça. Sauvons l'Europe. Hop, comme ça je vais mettre. Et à suivre, hein, encore une fois, je suis pas forcément tout pour... Je suis pas forcément un centriste mou non plus, j'ai plutôt tendance à me considérer comme libéral, etc. Mais c'est pas grave, enfin je veux dire, on peut se poser des questions. Moi j'attends de voir des projets qui tentent réellement de sortir de GCP ou autre, ça risque d'être fun. Ça va être compliqué, je pense que tu as raison, à mon avis ça va être très compliqué, ça va être très douloureux. J'ai vu, alors je fais un aparté, tant pis je prends un peu de temps, on fera moins de code cette fois-ci, ou je finirai peut-être plus tard. Il y avait Casey Muratori, que vous connaissez peut-être hein, si vous suivez les x.com, je pense. Je vais essayer de le retrouver comme ça en live. Et c'était super intéressant ce qu'il faisait, ce qu'il a mis à un moment donné. J'aime beaucoup déjà le mec d'une manière générale. Muratori. Bon, me dis pas que je sais pas l'écrire. Oh, non. Muratori. Ah, Muratori. Sorry Casey. My bad. Oui, mais je pense qu'il en a peu, il en a eu trop. Et en fait, il se posait la question. Voilà, ah putain, c'est génial ça. I think it's probably time to move off GitHub. I recommended de Codeberg. Donc ça, j'ai pas du tout regardé Codeberg. Et il y avait quelqu'un qui disait justement un truc que je trouvais super intéressant et qui disait ça va être extrêmement douloureux de sortir des GitHub Actions, etc. et d'avoir voilà. Moving all my GitHub Action and CDCI stuff would take hours. You're courageous. Ça. C'est ce dont je parlais la dernière fois. Je veux dire, ça me fait toujours vraiment rigoler quand les gens me disent ouais le vendor locking c'est de la paranoïa, etc. Ouais, sauf que là maintenant on commence à en parler. Et effectivement, le fait d'avoir déjà du code, utiliser l'infrastructure de GitHub déjà, ça me paraît tellement délirant. Mais pour les actions en tout cas, je me dis non, quand on arrive à ce niveau d'intégration et qu'on se dit ah bah oui ça va être compliqué, bah ouais c'est ça le vendor locking. Je veux dire, on peut pas en vouloir à des gens comme moi ou comme d'autres qui alertent sur ce genre de choses et qui disent attention ça va être compliqué si jamais vous voulez sortir, etc. Et c'est YOLO on y va et puis en fait c'est l'archi qui était là avant qui l'a fait et puis maintenant c'est comme ça. Bah ouais mais non. À un moment donné il faut être clair. Utiliser des process, des workflows sur lesquels vous vous dites la migration elle sera compliquée mais elle sera pas non plus atroce quoi. C'est ça qui est important. Voilà tout ce que j'avais à dire. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Donc des éléments de débat. J'espère qu'on arrivera à convaincre quand même quelques entreprises de s'y mettre. Et ouais, bon courage nous. Hein. Alimentons le débat. Construisons le futur. Ça je pense que c'est pas mal. Évitons les réflexes réactionnaires, quels qu'ils soient sociétaux ou technologique, parce que c'est facile de choisir l'un et pas l'autre, hein, ou l'autre et pas l'un. Non. Je préfère qu'on regarde vers le futur et qu'on se dise, qu'est-ce qu'on veut, quoi. En vrai, les GitHub Actions, c'est trop bien, on va voir sa CI séparée de son server Git, je trouve ça quand même mieux, je le vois de moins en moins, par contre. Ouais. Bah ouais. Effectivement. Bah oui, parce que il y a de moins en moins de gens qui savent faire du code en fait, qui s'occupent de ces trucs-là, ou alors qui font ça avec de l'IA et tout, et puis l'IA va répéter ce qu'elle a vu. C'était Primogen qui disait ça. Il disait bah oui, l'IA elle est entraînée sur nos codes de merde, donc forcément ce qu'elle va produire. Donc il y a une espèce de boucle de rétroaction permanente. C'est ça qui est dramatique avec ce truc-là. Enfin voilà. Et c'était tout pour ça. Merci YouTube. Nous on passe à la suite.